Beaucoup pensent qu'il faut des millions pour entreprendre. Pourtant, certains des entrepreneurs que nous avons reçus ont commencé avec presque rien. Pas de financement bancaire, pas de gros investisseurs, juste une idée et le courage de commencer. Voici leurs meilleurs conseils pour démarrer avec les moyens du bord. J'ai créé plusieurs entreprises à partir de chez moi qui génèrent des centaines de millions avec juste mon portable et mon ordinateur. On a besoin de combien de millions pour se lancer? J'ai démarré ce business avec 0 francs. Et on a commencé avec 50 000 francs pour créer un logo, une page Facebook. J'étais dans mon salon, j'avais pas encore de moyens. Mon premier ordinateur m'a été offert par mon frère. J'avais juste mon téléphone. Le secret était de tout réinvestir dans le business. Vous devez toujours commencer avec vos moyens, vos fonds propres. L'argent des gens n'est pas un jeu. J'ai vu des gens partir en prison parce qu'ils ont eu l'appétit plus grand que le ventre. Donc les gens ont bouffé l'argent, les récoltes ne sont pas passées comme il fallait. Et à la fin, il faut rendre des comptes. Les gens ne dorment plus. Et je trouve malheureusement que beaucoup d'entrepreneurs se sont épuisés à chercher du financement au lieu de se concentrer sur leurs produits et leurs services. Quand on parle à un entrepreneur en démarrage, en stade d'idée, il va te dire « je veux du financement ». Il ne faut pas lever au début. Pour se lancer dans ce business, on a besoin de quoi? D'un PC, bien sûr, qui te permet d'éditer les vidéos. Les compétences, c'est savoir comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Compétences montage vidéo, thumbnails, c'est-à-dire Canva, Photoshop. Et aussi savoir comment faire les scripts. Les outils de script, il y en a plein. ChatGPT, Claude. Parce que la partie la plus difficile aussi, c'est les scripts. C'est le corps de la vidéo, en fait. C'est ce qui te permet d'avoir une audience qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux faire une vidéo qui est bien montée, mais si le topic n'est pas intéressant, forcément, ils vont pas regarder. Quelqu'un qui demande 200 millions, je lui demande s'il a même déjà vu 50 millions. Et s'il les a déjà vus, après je vais te poser la deuxième question, est-ce que tu les as déjà gérés? Toi, tu n'as même jamais vu la couleur de plus de 15 millions devant tes yeux. Commence avec ce que tu sais déjà. Une chose est sûre, quand tu as l'expérience et la passion, tôt ou tard, tu vas réussir. Ça sert à rien de se lancer dans un business si ce business-là, vous ne pouvez pas en vivre. Quand tu trouves des solutions pour les serviteurs d'Allah, en fait, tu es tellement utile à eux qu'en fait, Allah, c'est lui qui te donne sa récompense. On a besoin de combien de millions pour se lancer? 0 francs. Il faut juste comprendre, que je puisse t'expliquer, tu puisses comprendre un peu. J'ai démarré ce business avec 0 francs. Quand j'ai ouvert les papiers de l'entreprise, j'avais 0 francs. Le premier contrat de nettoyage que j'ai gagné au Canada, c'est mon propriétaire, c'est-à-dire la personne qui m'a loué là où j'habitais, qui me l'a donné. Il m'a donné, il me dit, je veux que tu nettoies tel appartement. Est-ce que tu as le matériel? J'ai dit, j'ai 0 matériel. Il me dit, comment tu vas le faire? J'ai dit, peu importe ce que j'ai en main, je vais faire briller cette maison. Il m'a dit, il m'a donné balai, le petit nécessaire. Le petit nécessaire. Le petit matériel, et j'ai fait du miracle. J'ai fait du miracle. Il est venu, il m'a dit, c'est impossible. Combien de gens ont travaillé ici? J'ai dit, j'étais seul. En 2019, d'ailleurs même c'est là que j'ai eu mon premier million, en 2019. Et j'ai commencé à entreprendre en 2009. Je suis passé par plusieurs chemins. Donc de 2009 jusqu'en 2018, disons de 2009 jusqu'en 2017, je ne dépassais pas le cap de 300 000 francs. Le plus gros, en tout cas, marché que j'avais, ça ne dépassait pas 300 000 francs. Pour plusieurs raisons. Peut-être que ça dépendait des secteurs. Parce qu'avant, j'étais dans la musique. Plus particulièrement dans le hip-hop, qui ne brasse pas d'argent, qui est problématique. Est-ce qu'il y a des types d'activités qui sont beaucoup plus adaptés à celui qui veut se lancer mais qui n'a pas beaucoup de moyens? Oui. Déjà, bien sûr, dans tout ce qui est service. Forcément. Parce qu'il n'y a pas de gros matériel à acheter, il n'y a pas de matières premières à acheter et autres. Donc, en général, c'est plus simple de se lancer sur ces services-là. Maintenant, autre chose que j'ai envie de dire, si vous voulez vous lancer dans un domaine, admettons, parce que tout le monde en parle, poulailler. OK? J'en vois plein. Poulailler. Je n'ai pas de quoi acheter et démarrer mon poulailler, etc. Mais à ce moment-là, si je sais que moi, je veux me lancer dans l'aviculture et je sais qu'à un moment donné, il faudra que je vende du poulet. OK? Je n'ai pas encore les moyens de faire tout ça. Moi, le premier conseil que je donne, c'est vendez du poulet avant de chercher à faire tout le business derrière qui vous fait vendre du poulet. Ça veut dire quoi, vendre du poulet?
allez voir qui sont les grossistes en poulet et essayez de voir si vous êtes capable de vendre le poulet avec une marge de 200 francs ou avec une marge de 300 francs ou plus. Mais parfois, vous allez vous rendre compte que si je connaissais quelqu'un qui, lui, sa spécialité, c'était il achetait le poulet et il le vendait en cuisse de poulet, aile de poulet et autres. C'était que ça qu'il faisait. Il se faisait plus d'argent que celui qui a acheté son poussin, qui l'a nourri, qui a subi des risques, des pertes, des maladies. Pourquoi? Parce que le kilo de blanc de poulet se vendait beaucoup plus cher que quand tu achètes le poulet entier au kilo. Pour gagner de l'argent, donc je vais utiliser tes mots, il te faut de la connaissance. Ouais. Et quand tu dis connaissance, c'est quel genre de connaissance? Des compétences que tu peux monétiser. Tu sais faire une table, c'est une compétence. Tu l'utilises, tu fais les tables, tu vends, tu gagnes de l'argent. Du moment où tu peux avoir un asset qui te permet de... C'est quoi asset? Alors, ce sont des compétences en fait. Soit tu peux les avoir via ton quotidien, soit tu peux les avoir parce que tu es parti à l'école, soit tu peux les avoir parce que bon voilà, tu t'es formé à X ou à Y. C'est de ça que je te parle. Parce que le travail que tu fais aujourd'hui, parce que bon voilà, tu as étudié ici, on t'a pris dans une compagnie, voilà. Mais en gros, c'est ça qui te permet de gagner de l'argent. Comment se passe le démarrage de Baraka Imo? C'était un démarrage de Griffit. Franchement, c'est là que j'ai compris que juste de l'audace en fait. C'était de l'audace. C'était de l'audace et une certaine niaque. Et je me suis dit, bon, je me lance, le mamdjel. Et bizarrement, j'étais persuadée que ça allait marcher. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le fait que ça me pape nianal, lui me donne nianal et tout ça, le fait qu'il me disait que j'allais y arriver. Je ne sais pas si le fait que cette fois, j'avais beaucoup impliqué Allah dans le processus. Comme j'ai dit, la dernière fois, je m'occupais de faire des business plans extraordinaires, des comptes d'exploitation et tout. Cette fois, j'ai tout laissé dans les mains de Dieu. Je n'ai pas fait de business plan. Baraka n'a jamais eu de business plan. J'ai démarré avec les moyens du bord. Et si Baraka a un CEO, le vrai CEO, c'est Dieu. Et moi, je suis juste une directrice exécutive. Tu comprends? Et c'est lui qui va faire marcher les choses. C'est lui qui va faciliter les choses. C'est lui qui va aider. Le plan, ça va être un plan basé sur lui. Et je pense que ça va aller. Donc, cette fois, j'étais confiante. J'étais convaincue que ça allait marcher et que rien ne pouvait m'arrêter si ce n'était Allah, de toute façon. Et donc, c'est là qu'on a commencé. On a commencé comme tout le monde connaît l'histoire, avec 50 000 francs pour créer un logo, une page Facebook. On a commencé avec ça. Et j'étais dans mon salon, j'avais pas encore de moyens, j'avais rien du tout. Mon premier ordinateur m'a été offert par mon frère. J'avais juste mon téléphone. Et quand tu as démarré ce business, est-ce que tu pensais vraiment, tu croyais vraiment que c'est un business qui rapporte, etc. C'était pour l'argent que tu as démarré? Ouais, bon, j'ai démarré juste par passion. Parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai dit que j'ai démarré en 2022, c'est que j'ai commencé à chiffrer en 2022. Mais bien avant, en 2020, 2021, je faisais juste ça pour le fun. Je pense durant la période Covid, c'est la période où je me suis beaucoup plus mis à fond, mais c'était toujours pour le fun, voilà. Mais ça m'a permis aussi d'apprendre comment est-ce que l'algo fonctionne, comment est-ce que les chaînes fonctionnent. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, bon, vu que j'ai le potentiel de faire exploser des chaînes, pourquoi pas appliquer, faire une demande pour la monétisation, quoi. Du coup, en 2022, là, j'ai lancé une chaîne et ça a explosé, voilà. OK. Tu aurais vendu quoi? Là, on est par exemple, on va vers des fêtes comme l'Aïd. OK. Tu aurais vendu quoi en tant qu'étudiant? Du poulet. Du nocos. Ce que les Espagnols appellent sofrito. Des choses comme ça qui facilitent. Il faut vendre ce qui est convenient. La majorité des ménages, les gens travaillent jusqu'à la veille. Donc, si tu peux faciliter, tu peux couper des oignons. Tu vends ça par le pound. Pourquoi pas? C'est une opportunité. C'est-à-dire des oignons déjà coupés. Yeah. Pour la femme qui travaille, qui a un mari qui l'aide pas, les Sénégalais, vous connaissez. Ouais. Mais bon, à la maison, moi, je connais, bon, je parle de moi, mais à la maison, madame, elle achète des oignons déjà coupés. Mais voilà, donc il faut le faire. Ouais. Et tout ce qu'on a besoin de faire, on est tous connectés, on est tous dans TikTok, Twitter, mais le temps de connexion, là, utilisez ça wisely. Ouvrez une page, montez, et il faut s'adapter. Chaque fête, si c'est la Tabaski, on achète du ngogne. Il faut être polyvalent, hein? Yeah. Flexible. Yeah.
s'adapter. Et Il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis, ils vont te dire, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ils vont préférer compter toutes les choses qu'elles n'ont pas, plutôt que de voir ce qu'elles ont. Peut-être que tu as une seule chose qui fait la différence, mais tu refuses de voir ça. Tu préfères voir tous les 10 000 blocages que tu as autour de toi. Ma belle famille ne m'aime pas, mon mari ne me soutient pas, les enfants, hein, ils sont têtus, j'ai pas les moyens, ma famille, hein, je viens d'une famille, truc. Tout ça est censé être un atout pour toi, si tu as le bon état d'esprit. Tu as des enfants à bas âge et tout, tu t'organises. Ou tu fais un business autour de tes enfants. Il y a combien de personnes ont fait des business autour de l'habillement de leurs enfants? C'est-à-dire, ñuy solal sen doom, ñu naan leen yére yi dafa rafet, c'est joli, il s'habille bien. Tu dis oui, maa koy jaay, et puis tu commences à faire un projet, un business autour de l'habillement, à confectionner des habits ou à importer des habits et les vendre. donc, il y a possibilité de faire une activité en fonction de la situation où tu te trouves. Effectivement. Ah, tu penses que tes enfants sont constitués un blocage, transforme ce blocage-là mental en avantage, en fait. Mais c'est vrai. Tu dis, ouais, moi, j'ai un mari compliqué, il veut que ça soit toujours moi qui cuisine pour lui, il veut que ça soit toujours moi qui lui serve le repas et tout. Mais si tu cuisines bien, ou tu sais bien cuisiner, ou tu as des talents culinaires, tout ça, là, mais propose de faire un service de traiteur, propose de faire un service de proposer de la cuisine d'entreprise ou des choses comme ça. C'est-à-dire, tu remplis cette tâche, mais tu fais à côté quelque chose qui te permet de générer des revenus. Même la création de contenu, ça paye. Hein? Tu travailles avec des marques, tu cuisines pour ton mari. Voilà, mais il y a beaucoup de personnes qui ont transformé leur passion en business. Carrément. Je le dis, je pense que c'est Canabas qui a dit ça, que passion pour le pédole, il faut que mon que business. Mais il y a des gens, passion, qui ont transformé une corvée, quelque chose qui était censé être désagréable, ils l'ont transformé en business. J'ai vu une personne qui avait un pressing, c'est sa maman qui était lavandière. Elle faisait le linge et tout. Sa maman a tout fait pour Moudjank. Elle a fait des études et tout. Elle est venue, elle a essayé de voir comment transformer sa maman travaille dur. C'est difficile de faire le linge et tout. Elle a mis en valeur ses études en fait, elle a utilisé ses études pour mettre en valeur le business, le travail de sa maman. Elle en a profité pour noppal sa maman, créer une activité, la mettre en valeur, la professionnaliser et donner en fait un autre aspect en fait à quelque chose qui était censé être un labeur très dur pour sa maman. Donc en fait dans cette vie tout se transforme, le bien comme le mal. L'essentiel est de toujours voir comment transformer les choses en bien pour que ça soit un avantage pour toi. Quelque chose qui était censé même être un inconvénient ou un point à améliorer, essaie de voir comment en faire un atout plutôt que de voir le côté négatif. Essaie de voir comment tirer le meilleur de cette chose. Est-ce que c'est indispensable de lancer une activité dans un domaine qui nous passionne? L'un des mythes, c'est de penser que ma passion, hop, je vais découvrir ça comme ça du jour au lendemain. Non. Ce que toutes les recherches montrent, et il y a plusieurs ouvrages qui en parlent, la passion, elle vient après avoir tellement travaillé sur un domaine. On a réussi à développer une certaine aisance dans ce domaine-là. C'est après le gros travail que la passion, elle vient. Mais quand vous voyez même certains virtuoses et autres, ils ont l'air, oui, passionnés, mais quand vous regardez derrière, combien d'heures de travail ils ont eu à mettre avant que ça devienne suffisamment facile pour que ça te passionne, c'est énorme. Donc, si on est assis dans sa chambre à attendre que la passion nous tombe dessus, ça ne marchera pas. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo et que vous vous dites, moi, j'ai pas de passion, c'est normal. Qu'est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce que tu as essayé? Dans quoi tu t'es donné, mais suffisamment à fond pour que ça arrive à ce moment-là où c'est facile. Mais c'est comme si, au début, on apprend, ça devient dur. C'est, admettons, la conduite. Ceux qui apprennent à conduire, au début, on est hyper concentré, c'est difficile, il y a trop d'informations auxquelles il faut penser. Qui va avoir une passion pendant que les choses sont difficiles? Non. C'est maintenant, on a fait des dizaines d'heures, des centaines d'heures, on est à l'aise, on arrive à ressentir d'autres types d'émotions, mais émotion de la difficulté d'apprendre. Et je suis passionnée en même temps, c'est difficile. Est-ce que c'est une bonne idée
de démarrer son business en ouvrant une jolie boutique? Ce qu'il faut savoir, c'est que le fond est plus important que la forme. Le fond, la valeur à l'intérieur est plus important que ce que les gens vont voir et ce qu'ils vont penser. Donc, tu travailles bien le fond. C'est-à-dire, ce podcast, c'est bien beau que tu décores, que tu mets tout ce que tu mets, mais c'est parce qu'il y a déjà la valeur qui est là. Le contenu. Le contenu, il est bon. S'il n'est pas bon, les gens vont regarder. Ils ne regardent pas les décos. Ça, c'est juste de l'ambiance. Et plus les gens ne mesurent pas cette valeur de l'ambiance et cette valeur de la marchandise, du produit, ils passent à côté. Parce que tu ne peux pas mettre 8 millions de décorations et 1,5 million de marchandises. Parce que la marchandise est censée rembourser les frais de déco. Parce que c'est des charges. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vends, c'est ce qui doit payer pour ces charges-là. Je vais aller plus loin. Tu vas voir une personne voyager, paye entre ses charges de voyage 2 millions de francs et achète une valeur de 2 millions, je dirais. Transport, 1 million de francs. Les produits qu'elle a achetés, c'est 100 produits. Pour que ces 100 produits-là supportent les 2 millions de frais de voyage, il faut qu'elle mette sur les marges 2 millions divisé par 100. C'est 10 000 francs de plus sur chaque produit. Imagine-toi que tu aies un produit qui coûte 5 000. Que tu as acheté à 5 000. Tu dis, j'ai voyagé, donc 10 000 de frais de voyage. Ça fait 15 000. Je dois mettre ma marge parce que ça fait 20 000. Donc, tu viens, tu me dis, je te vends ça à 20 000. Je te dis, mais madame Sall, are you crazy? Je peux avoir ça à China Online 5 000. Pourquoi je vais acheter ça à 20 000 chez toi? Il n'y a pas de valeur ajoutée. Tu peux mettre ta marque. Je lui dis, ah, ça, c'est pas les lunettes de madame Sall, c'est pas les lunettes de China Online. Ça, c'est Manu. Valeur ajoutée. Tu vois un peu? Donc, valeur ajoutée a fait que j'accepte de l'acheter à 20 000. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, je te dis, attends, c'est China Online. Donc, ces décisions doivent être cohérentes et rationnelles, pas émotionnelles. Émotionnel, c'est une recherche de validation. C'est essayer d'ouvrir parce que tout le monde ouvre ou faire une démonstration de force. Essayer de dire que j'ai une grosse entreprise, donc je vais ouvrir une boutique. Alors que ce n'est pas ta réalité. À une époque, je partais en France de 2005 à 2009. La dernière fois que je suis parti en France pour travailler, c'était en 2009. Je partais essayer de chercher des petits emplois. Laver la vaisselle, faire du n'importe quoi. On m'appelait le prisonnier. Pourquoi? Parce que je ne mangeais pas, je ne sortais pas. Quand je gagnais le SMIC à l'époque, peut-être 500 000, 600 000 francs par mois, si je participe au matelas que je paye pour dormir, je mange le minimum. Quand mes amis partaient à la pizzeria ou au bowling ou aller s'amuser, ils voulaient m'inviter, j'ai dit moi j'ai pas d'argent. Dans ma tête, j'étais un prisonnier. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif. Je suis venu pour gagner de l'argent et l'argent, c'est pour le ramener au Sénégal et commencer à investir. Et en 2007, j'ai acheté mon premier terrain. Et au fur et à mesure, quand je revenais, j'ai acheté des machines. J'ai appris à manier les machines, les tronçonneuses, les débroussailleuses et autres en France. Lors de mes campagnes. Mais je revenais, j'achetais, j'investissais une tronçonneuse. Quand j'ai 3 000 € dans la poche pour rentrer au Sénégal, je prends 800 € pour acheter une tronçonneuse. À l'époque, ça n'existait pas au Sénégal, les tronçonneuses. Je reviens dans ma valise avec une tronçonneuse. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dans tous les vergers de la zone, tous les vieux manguiers de la zone, convaincre les propriétaires de faire un élagage. Une taille de rajeunissement. Ça, c'est de la technique, c'est mon métier. Je leur dis, moi, je vous taille vos arbres gratuitement. Vos arbres vont gagner en production. Mais c'est gratuit, vous n'allez pas me payer. Mais le bois, là, on fait 50-50. Je prenais ma part et gardais ma part. Et ma belle famille peut en témoigner. J'avais des stocks de bois dans ma famille d'accueil à Pout, des stocks de bois. Et c'est ma belle-mère qui vendait le bois pour moi. Et on faisait encore moitié-moitié dans l'argent. Et c'est là, je dis que l'argent ne doit pas être la priorité au départ. Fais le sacrifice. Quel est le sacrifice? Propose-toi gratuitement. Fais tes preuves. Montre que tu en veux, montre que tu es capable. Et tu vas gagner pas de l'argent, mais tu vas gagner de l'expérience. Et tu vas gagner du relationnel. Parce que quand quelqu'un te donne une chance, automatiquement, derrière lui, il y a 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes que tu vas rencontrer par ricochet. Et si tu sais gérer les situations, te présenter, te vendre,
tu auras des opportunités. Mais au démarrage, ne soyez pas gourmand dans l'argent. Moi-même, j'ai commencé à travailler en tant qu'entrepreneur en donnant mon temps. En donnant mon temps parce que j'avais compris que au début, je suis personne. Et moi, je suis pas diplômé, j'ai pas fait d'études. Je suis pas académique, je suis un simple débrouillard. Je suis personne. Je suis un jeune, à l'époque, 18 ans, tu sors, personne te connaît. Tu as très peu d'expérience. Pourquoi on va me prendre moi et pas quelqu'un d'autre? Donc, l'argent n'est plus le problème. Je travaille pour toi gratuitement. Et les gens ne sont pas fous. Le gars qui va te prendre, même en stage gratuit, quand il va voir la volonté que tu as, déjà, il va commencer à te donner de l'argent et à prendre certaines choses en charge. Ça, c'est naturel. Mais quand on dit que il ne faut rien attendre en retour, fais les choses sans rien attendre en retour. Avant d'en arriver là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis exposée sur les réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos, j'ai dit voilà mon expertise, j'ai analysé, ok, qu'est-ce que je règle comme problème, qu'est-ce que je propose aux gens? Et c'est ça qui fait que derrière, les gens vous voient et disent, ah, la vidéo, j'ai l'impression que ça m'a vraiment parlé, je suis intéressée. Autre chose que j'ai eu à faire, j'ai offert mes services. Des services qu'aujourd'hui, je n'offrirai pas. Mais au début, j'avais besoin d'avoir des références. On ne peut pas les inventer. Pour être crédible pour certains programmes, ils vont vous dire, mais tu as déjà fait ça pour qui? Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début? Je suis allée voir des associations et j'ai dit, formation cadeau. Moi, je sais que la formation, elle est cadeau. Mais quand je vais faire mon CV, quand je vais faire mon offre, je ne dis pas que c'est cadeau. Et je ne mens pas si je ne dis pas que c'était cadeau. Je suis en train de dire, j'ai formé 50 femmes en gestion financière, j'ai formé 50 femmes sur le digital. Et donc derrière, en l'espace de 1 mois, je suis capable derrière de venir dire, j'ai formé 150 personnes. Et je suis plus crédible que la personne qui est assise chez elle, qui fait uniquement du contenu, mais qui derrière ne déploie et ne propose rien sur le terrain. Donc, dans un premier temps, au début, pour bâtir votre crédibilité et autres, c'est bien, si vous arrivez à convaincre tout de suite, c'est très bien, mais n'hésitez pas à offrir des services qui vous permettent, dans un premier temps, d'avoir les références. Après, quand j'ai eu les références, j'ai arrêté le gratuit. Parce que j'étais suffisamment occupée. Après, les premières références sont arrivées. Après, le bouche à oreille et autres. Mais au début, moi, ce que je dis souvent, c'est, admettons, je suis vidéaste. Vous allez voir une autre personne, vous proposez une collaboration et puis ça vous permet de dire j'ai accompagné telle personne, j'ai travaillé avec telle organisation et c'est ça qui vous permet d'avoir vos premières références pour avoir cette crédibilité-là. Great. C'était quoi le plan avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Donc, comme je dis, je pense que je t'en parlais dans la première émission donc on avait fait ensemble. L'entrepreneuriat, c'était quelque chose déjà de inné chez moi, on va dire. Depuis petite, je fais des petits business. Voilà. C'est depuis petite, si j'ai une occasion de vendre quelque chose, je vais vendre quelque chose. Si j'ai un projet créatif, je vais me lancer dedans. Je faisais partie des associations. Dans toutes les écoles ou universités où j'ai été, ou qui avaient eu vraiment des associations, je suis rentrée dans l'association. À chaque fois que j'avais l'opportunité. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est assez déjà entrepreneur de base. J'ai vendu plein de choses dans ma vie. Ça n'a pas toujours été plein de succès, mais voilà, c'était des petits trucs à gauche, à droite. Donc l'entrepreneuriat, c'est déjà quelque chose d'inné, certes, mais c'était pas planifié. J'avais pas planifié de commencer ma boutique, j'avais pas planifié tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je dis, quand j'ai commencé à faire des rappels islamiques sur les réseaux sociaux, ça a commencé à prendre un peu de popularité, on va dire. Et j'ai décidé de créer un Ramadan Planner pour aider les personnes tout simplement à mieux s'organiser pendant le Ramadan. Ce planner, j'avais prévu 100 exemplaires, mais on a fini le premier jour, il y avait déjà 200, 300 commandes. Donc, on s'est dit, waouh, en fait, j'étais seule. J'ai dit, mais j'étais seule. Donc, j'étais toute seule et je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Et c'était tellement dur parce que du coup, j'ai eu 1500 commandes, alhamdoulilah. Mais c'était dur parce que j'étais toute seule. J'avais pas les moyens, j'avais pas préparé tout ça, j'avais pas les outils. Et donc, je me suis dit, OK, plus jamais. Plus que vu que si je lance un produit, ça marche apparemment, je vais me mettre en place un système qui va faire que tout va marcher, fonctionner normalement quand je vais lancer des produits. C'est là que j'ai créé mon site web, donc que j'ai créé la boutique, puis j'ai dû commencer à recruter parce que le travail commençait à être beaucoup, etc., etc. Mais dans ma tête, le plan n'était pas « je deviens entrepreneur maintenant », c'était plus « je travaille », parce que je travaille en tant que responsable marketing.
je travaille et quand j'aurai fini, après, je me lance dans l'entrepreneuriat sur un projet quelconque. Mais là, vraiment, c'est ma passion, en fait, pour l'islam, alhamdoulilah, qui finalement s'est transformée en mon travail. Et ça, c'est quelque chose que je remercie Allah vraiment beaucoup pour ça. Parce que, comme je dis, en fait, finalement, je vis de ma passion. Est-ce que tu te rappelles de ta première expérience qui t'a permis de gagner de l'argent? Tout à fait. J'ai commencé par taper aux portes et être commercial dans le 19e arrondissement. Pour ceux qui connaissent le 19e arrondissement, c'est un arrondissement relativement pauvre. Les entreprises n'ont pas beaucoup de moyens et c'est difficile d'y vivre et d'y vendre. Mais c'est là que j'ai commencé mes clashs chez Xerox, commercial. Et les gens, même au boulot, quand tu leur dis que tu vas quitter, ils te disent que what? Pour faire quoi? Du sport. Comme je suis devenu quoi? Un coach. Le même jour, je suis parti acheter mes livres pour NASAM, National Academic Sport Medicine. Le même jour, je suis parti à 24 Hours Fitness. Je suis venu, j'ai demandé au manager, il est venu, il m'a dit que je suis un passionné du sport. Et je voulais vraiment avoir l'opportunité pour travailler comme coach. Il m'a dit, vous avez votre certificat? Je ne dis pas encore. Mais j'ai mes livres ici. C'est ça, c'est pour cela que je suis là pour demander qu'est-ce que j'ai besoin pour travailler avec vous. Mais il m'a regardé, et je lui ai dit que bro, c'était un don. Je lui ai dit qu'il faut que je réussisse dans ce domaine. Quoi. Je le regardais dans les yeux, je lui ai dit que j'ai laissé mon fils à Nebraska. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et, s'il te plaît, donnez-moi l'opportunité pour travailler avec vous. Il m'a regardé dans les yeux, je vais t'embaucher. Mais tu ne pourras pas coacher personne jusqu'à ce que tu réussisses ta certification. Je lui dis, deal. Et là, j'ai gagné presque $74 000 l'année. Il m'a dit, on va te payer $14 000. Alors, à LA, tu es passé de $74 000 à $14 000. $14 000, donc... On paye $7 par l'heure comme coach. $7 à l'heure et tu as une petite commission si tu arrives à coacher, mais on te paye une commission de 18%. J'ai créé plusieurs entreprises à partir de chez moi. J'ai créé China Online quand j'étais en Chine. Donc, la petite histoire, j'étais enceinte et il faisait moins 30 degrés là où je vivais. Donc, c'était très pénible pour moi de continuer les études à partir de 5 mois de grossesse. Donc, je me suis dit, oui, je vais arrêter pour un moment, le temps d'avoir mon bébé et après, je vais reprendre. Parce que je pensais que suivre un enfant était plus facile que la grossesse. Alors que c'était le contraire. La grossesse était peut-être plus douce que de suivre un enfant à bas âge. Donc, pendant cette période de pause, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon enfant et après, je me suis dit, oui, est-ce que je peux donner mon enfant aux Chinois? Est-ce que j'ai la confiance qu'ils vont bien traiter l'enfant? Je me suis dit, bon, je vais rester avec elle pendant 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans, j'ai commencé à m'ennuyer rapidement. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je suis en Chine, les gens essayent de venir en Chine, donc je devrais pouvoir faire quelque chose à distance, à partir de chez moi. Donc, c'est comme ça qu'on a créé China Online, qui est une entreprise d'import-export à partir de la Chine vers le reste du monde. On exporte en Amérique, on exporte plutôt en Amérique, en Europe et plus en Afrique de l'Ouest. Donc, ça, c'est la première entreprise. On génère des centaines de millions l'année. On a 9 ans d'existence et on a plus de 12 employés qui sont carrément sur China Online, entre l'équipe qui est au Sénégal et l'équipe qui est en Chine. Donc ça, c'est la première entreprise que j'ai créée quand j'avais 24 ans, à partir de chez moi, avec juste mon portable et mon ordinateur. Et j'ai créé aussi Eclat LLC, que j'ai registré aux États-Unis, qui est une entreprise de détergents et d'insecticides. Donc aussi à partir de chez moi. J'ai créé la Coran Academy, qui est une académie qui apprend le Coran à des Américains de bas âge et d'âge mûr. Donc, j'ai aussi créé l'atelier d'Edine, qui est un atelier en ligne, à partir de chez moi toujours. J'ai créé The Million Within Academy, qui est le Business Master, qui est le parrain du Business Master, aussi à partir de chez moi. Donc, je suis l'exemple type
de cette femme bloquée à cause de la maternité et qui a créé à partir de chez elle. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. Pour se lancer dans ce business, YouTube Faceless, bien YouTube Automation, etc., on a besoin de quoi? Bon, maintenant, tu as juste besoin d'un PC, bien sûr, qui te permet d'éditer les vidéos. Et comme je l'ai dit, un anti-date browser, comme je l'ai dit, c'est un outil informatique qui te permet de masquer le nom de ton PC. Voilà. Donc, lorsque tu setup l'anti-date automatiquement, on te montre que tu utilises un autre PC, c'est différent de celui que tu utilises. Parce que si tu remarques bien avec Google, même lorsque tu vas dans tes paramètres Google, tu vas remarquer au niveau de sécurité, on va te montrer les appareils qui sont connectés, tu vois. Donc YouTube sait exactement quel appareil est connecté en ce moment. Et à un moment donné, si tu ne respectes pas les règlements, tu as plusieurs chaînes qui sont supprimées sur le même appareil. Normalement, lorsque tu crées une chaîne sur le même appareil, tu vas te faire supprimer. Donc, c'est là où tu as besoin de l'antidirect, quoi. C'est beaucoup plus pour les gens qui ont eu des problèmes dans le passé. Mais maintenant, je recommande à tout le monde, man. Voilà, pour les antidirects, il y a MeToLogin et il y a GoLogin. Il y a aussi Octobrowser, il y en a plein. OK. Donc, voilà. Great. Et on a besoin de ça. Est-ce qu'on a besoin de compétences? Exactement. Les compétences, c'est juste le fait de savoir comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Bon, c'est-à-dire les détails basiques, quoi. Il y a énormément de vidéos qui sont sur YouTube pour optimiser les vidéos. Mais comme je l'ai dit, maintenant, YouTube, c'est beaucoup plus sur le back-end maintenant. C'est-à-dire la création des comptes, les IP. Parce que j'ai fait la même expérience. Donc, c'est ça le step 1. Par exemple, tu as les compétences, tu as les outils pour démarrer. Le step 1, pour qui? C'est la partie back-end. Exactement. Okay. C'est quoi la partie back-end? Le step 1, c'est juste de localiser ta chaîne dans le pays où tu veux. Voilà. C'est la partie la plus difficile. Et en plus, à aucun moment donné, tu dois avoir 2 IP différents. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre ma chaîne aux US et prendre mon téléphone, me connecter avec. Voilà. Donc, à un moment donné, ça ne passe pas. Du coup, tu as juste la chaîne sur l'antidirect et tu uploads tes vidéos. Tu fermes la machine et tu continues ton taf. Step 2. Step 2, c'est, comme je l'ai dit, compétences montage vidéo, thumbnails, c'est-à-dire Canva, Photoshop. Et aussi, savoir comment faire les scripts. Les outils de script, il y en a plein. ChatGPT, Claude. Voilà, maintenant, avec les IA, tout est free pour faire des vidéos. Imagine, on veut se former en montage vidéo, utilisation d'IA, etc. On fait comment? Moi, personnellement, j'avais des tutos YouTube qui sont, je pense, c'est toujours sur ma chaîne. C'était carrément free, hein. Je pense à expliquer comment est-ce qu'on monte les vidéos. Et voilà, normalement, les gens peuvent se référer à ça. Parce que je pense que c'est la partie la plus facile, hein, le montage vidéo. Parce que la partie la plus difficile aussi, c'est les scripts. Parce que c'est le corps de la vidéo, en fait. C'est ce qui te permet d'avoir une audience qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux faire une vidéo qui est bien montée, mais si le topic n'est pas intéressant, forcément, ils ne vont pas regarder. Imagine, on doit te retirer toutes tes compétences aujourd'hui. On te dit, on va juste te laisser avec une seule compétence. Tu choisis quoi? Donnez-moi juste mon téléphone et une connexion Internet. Tu dis compétence, mais pas connaissance. Ouais, je dis une compétence. Donc, bon, là, par exemple, si je te demandais, on va te retirer tous tes biens. Tous mes biens. Tous tes biens. C'est sûr que tu vas partir avec ton téléphone, quoi. Oui, frère. Même moi, dans le désert, moi, j'ai juste besoin d'avoir une connexion Internet. Une connexion Internet avec mon téléphone. Pour faire de l'argent. C'est tout. Ouais. Juste un téléphone, même si c'est un téléphone qui rame. Donne-moi juste ce téléphone. Mais juste une petite connexion Internet à côté. Ne me donne pas d'argent. C'est tout. Je vais faire de l'argent. Une chose est sûre. Que quand tu as l'expérience et la passion, trop tard,
tu vas réussir. Est-ce que c'est OK d'aller contracter un prêt à la banque quand on débute? Quand vous débutez, la banque ne va pas vous prêter. Ce n'est pas son job de prêter de l'argent à quelqu'un d'inexpérimenté et qui n'a jamais rien prouvé. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ton argent, elle utilise mon argent pour investir dans des entreprises qui lui payent un intérêt pour qu'elle puisse gagner de l'argent. Donc l'argent, ce n'est pas l'argent de la banque. Donc la banque veut être sûre que si je mets l'argent des épargnants, c'est parce que je suis sûre que derrière, il y a une rentabilité. Donc la banque qui ne vous prête pas, ce n'est pas de la méchanceté. C'est de comprendre, OK, quel est le risque perçu, d'accord? Et ensuite, c'est de dire comment je fais pour commencer si je n'ai pas une banque qui me prête. Souvent, c'est pourquoi on dit d'ailleurs, les banques prêtent de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Parce que vous avez déjà des revenus que vous générez et autres. Et donc, c'est important de comprendre que la banque, elle va vous accompagner sur du business développement, elle va vous accompagner si vous avez un historique et qu'ils ont vu des rentrées, des sorties d'argent, etc. C'est à ce moment-là que la banque ne vous perçoit pas uniquement comme un risque. Quand vous démarrez, comme j'ai dit, c'est soit vous faites peut-être ce que vous n'aimez pas, mais c'est ça qui vous permet de gagner de l'argent et vous épargner. 2, si vous êtes déjà salarié, vous diminuez vos charges. Si ça demande que vous retourniez chez vos parents, vous retournez chez vos parents. Si ça demande que vous changez votre style de vie, vous changez votre style de vie. Mais vous savez que votre objectif, c'est de générer ou d'épargner tant de cash pour pouvoir vous lancer. Vous devez toujours commencer avec vos moyens, vos fonds propres. Moi qui parle avec vous, aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans d'entrepreneuriat. J'ai jamais fait de prêt bancaire, j'ai jamais obtenu de financement de quoi que ce soit. Parce que ça aussi, c'est mon mindset. C'est-à-dire que je fais avec ce que j'ai. Si je gagne, j'ai gagné. Si je perds, au moins je dors en paix. J'ai de compte à rendre à personne. Mais du moment où tu prends l'argent des gens, comme je dis souvent, l'argent des gens n'est pas un jeu. J'ai vu des gens partir en prison à cause de ça. Parce qu'ils ont eu comme on dit, l'appétit plus grand que le ventre. Ils en ont voulu trop. Ils ont commencé un peu, ils ont cru que ça y est, ils maîtrisaient le sujet. Ils sont allés lever des fonds en pensant que ça y est. Et puis l'argent, une fois qu'ils rentrent, ça y est, ils croient qu'ils ont réussi. Ils achètent des voitures, des iPads, tous les trucs bling bling. Ils font des voyages dans le monde. Ils se prennent pour des gens importants. Et le problème, c'est que, encore une fois, en tout cas, nous, dans notre domaine, l'agriculture, le monde du vivant, il n'y a pas de garantie. Donc les gens ont bouffé l'argent. Les récoltes ne sont pas passées comme il fallait. Et à la fin, il faut rendre des comptes. Les gens ne dorment plus. Donc voilà, c'est là que j'ai mis en place Forward Corp. C'était pour faire une agence de communication dans l'événementiel, dans le marketing et tout ça. Et malheureusement, voilà, l'intention était un peu différente. C'est ce qui a fait la différence entre Forward Corp et après quand c'est devenu Baraka Group. Je m'étais levée sur un coup de colère, j'ai entrepris sur un coup de colère avec une envie de tout casser, une envie de, voilà. Et puis ça n'a rien donné, alors que j'avais quand même pas mal de soutien et de moyens. En tout cas, j'avais plus de moyens à l'époque et de soutien qu'après, quand j'ai décidé de me remettre dans la... En termes de finances et de réseau. Oui. Alors, en termes de réseau, j'avais mon père, Kala et son âme, qui m'aidait beaucoup, qui m'aidait à décrocher des rendez-vous chez des ministres. J'avais rencontré à l'époque, je pense, 2 ministres qui m'avaient trouvé un rendez-vous au palais, qui m'avaient trouvé un business angel, qui m'avait prêté 1 million pour que je puisse faire mes activités et tout ça. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas marché. Donc, tu as eu tout? J'ai eu tout ce qu'il fallait. De l'argent, plus le réseau, plus l'idée de projet qui était top, etc. Mais rien. Et j'étais tellement focus sur le business plan. J'étais là à chercher des financements bancaires, à aller voir le fonds JIP, à aller voir le fonds 6, à aller voir l'ADPME, la BN2 qui venait d'exister. J'avais rien compris. Ok, donc tu avais tout ça et rien n'a marché en fait. J'avais tout ça, mais ça n'a pas marché. Ok. Ah, ça va dépendre. Mais moi, j'ai plutôt une philosophie de mettre très peu au début d'une entreprise. Moi, quand je démissionnais, je suis partie avec l'équivalent de... Je suis pas partie avec beaucoup. Je suis partie avec l'équivalent de 3 à 5 millions, quelque chose comme ça. Parce que voilà, quand tu pars d'une boîte en France, on te donne quelque chose quand même, symboliquement par rapport à ta contribution. Et vu que je suis partie et que j'ai rompu mon contrat brutalement, je suis pas partie avec beaucoup d'argent. Et c'est avec ce capital que j'ai commencé à me débrouiller sans crédit bancaire jusqu'à ce que j'ai actuellement, tu vois. Donc moi, je dirais qu'il faut commencer avec ce que l'on a. Et l'argent, c'est une école. Pourquoi je dis que l'argent, c'est une école? C'est qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans une banque avec une idée extraordinaire,
j'ai envie d'ouvrir un restaurant, j'ai envie de construire un immeuble et tout, et qui vont avoir un beau business plan, qui vont voilà mettre leur plus belle chemise, aller voir le banquier, etc. Peut-être aussi essayer de voir s'il y a un cousin ou quelqu'un qui connaît à la banque et qui peut préparer le terrain pour que ça se passe bien, et qui va aller et demander, je sais pas moi, 200 millions de francs CFA à la banque, tu vois. Et en fait, l'argent, on grandit avec l'argent, tu vois. Quelqu'un qui demande 200 millions, je lui demande si déjà dans sa poche, il a même déjà vu devant ses yeux 50 millions, tu vois. Et s'il les a déjà vus, après, je vais te poser la deuxième question, est-ce que tu les as déjà gérés? Gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les investir et qu'ils te reviennent. Les 50 millions que tu as investis, est-ce que tu as réussi à en faire 80 millions? Si tu as réussi à en faire 80 millions, j'estime que oui, ton âge financier, il est capable de gérer 50 millions ou peut-être 80. Allez, disons que tu peux gérer plus que ce que tu as eu à hauteur de 20-30%. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui vient dans une banque et toi, tu n'as même jamais vu la couleur de plus de 15 millions devant tes yeux, commence avec ce que tu sais déjà, tu vois. Quelqu'un même qui n'arrive pas à gérer son loyer, donner l'argent je sais pas, à sa femme tous les mois pour pouvoir financer la maison, c'est une erreur de la part de la banque et c'est une erreur de sa part à lui-même de prétendre à 100 millions, 200 millions de francs CFA de l'argent que tu ne connais pas, que tu sais pas gérer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'on résume beaucoup l'entrepreneuriat au financement. Et c'est intéressant parce que cette question-là, et tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs, elle est très différente. Quand on parle à un entrepreneur en démarrage, en stade d'idée, il va te dire « je veux du financement tout de suite ». Et c'est toujours intéressant parce que finalement, il ne faut pas lever au début. On ne peut pas lever au début. Tu as besoin de connaître le secteur d'activité dans lequel tu t'engages, tu as besoin de connaître ton marché, tu as besoin de connaître ta valeur, mais au-delà, tu as besoin de comprendre ton problème. Donc pour moi, la question de l'entrepreneuriat, elle n'est pas réellement la question du financement de premiers abords. Et je trouve malheureusement que beaucoup d'entrepreneurs se sont épuisés à chercher du financement au lieu de se concentrer sur leurs produits et leurs services clés. Parce qu'il y a aussi de très belles histoires d'entrepreneurs qui n'ont jamais levé et qui n'ont jamais reçu de financement, qui ont bootstrappé et qui ont réussi à trouver en fait leur niche. Parce qu'au final, c'est ça, faut trouver sa niche. Et même quand on veut lever avec des VC, faut trouver sa niche. Donc, comprendre encore quel est le problème, quelle est l'audience, pour moi, c'est ça le nerf de la guerre. Beaucoup de personnes aiment tirer sur l'État. Mais l'État, c'est quoi? C'est juste cette organisation-là qui met l'écosystème en place pour que nous autres, on vienne développer à l'intérieur. Mais les gens vont se dire, non, c'est l'État qui doit faire ci, l'État doit faire... Non, pas du tout. Donc, l'État n'a pas à te donner de l'argent. Personnellement, c'est pas comme ça que... Alors, l'État peut te financer si, bien évidemment, ton projet aide au développement local. Et encore, il faut savoir quelles sont les conditions. Mais aujourd'hui, l'État met juste en place l'écosystème pour que nous autres, on vienne développer à l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui sont à nos dispositions pour pouvoir faire fructifier notre argent tranquillement. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'arriver à ton niveau sans pour autant lever de fonds, sans pour autant collaborer avec des banques? Bon, je suis la preuve vivante que c'est possible, dans la mesure où depuis que j'existe, je n'ai jamais financé aucune activité, aucune de mes campagnes par un financement bancaire. Je n'ai jamais pris de crédit bancaire pour financer aucune activité, que ce soit les projets de villa, que ce soit les projets d'appartements, les terrains. Aucune activité n'a été financée par une banque aujourd'hui. J'ai 5-6 comptes bancaires, mais je demande presque jamais de crédit. Ou même quand j'essaie de le faire, ça ne marche pas. Peut-être que Dieu ne veut pas que je prenne un crédit. Et c'est pour ça que peut-être Dieu me facilite ces choses. Parce que, comme on dit, quand tu délaisses une chose pour la face de Dieu, souvent c'est Dieu qui va te donner en fait d'autres possibilités et d'autres ressources pour y arriver. Voilà pourquoi je parle tout le temps d'intention. Franchement, les crédits immobiliers, les crédits en général, je veux les éviter par rapport à beaucoup de choses, par rapport à l'usure. Je trouve que c'est pas assez avantageux, les taux sont trop énormes et tout. Donc je les évite et jusque-là, franchement, voilà, j'ai été facilitée et j'ai pas eu besoin de recourir à des leviers genre financement bancaire pour pouvoir faire mes activités. 1 milliard. Oui. 1 milliard. Comment est-ce qu'on peut refuser en fait 1 milliard sur la table? Déjà, 1 milliard, c'est pas beaucoup. 1 milliard de francs CFA, c'est pas beaucoup. J'ai eu la chance de côtoyer des milliardaires en devises. J'ai dit, là où j'avais mon centre de detailing au Canada,
C'était sur la rue O'Connor. C'était dans la capitale du Canada, Ottawa. Et au-dessus de moi, il y avait les gars du Rhythm Member Club. C'est un club, vous pouvez aller sur Google, c'est un club de gens hyper riches. C'est des gens que je faisais le detailing de leur voiture. C'est des gens avec qui j'ai eu à discuter beaucoup. Ça m'a permis de démystifier l'argent. C'est-à-dire, pour quelqu'un, entendre un milliard, c'est quelque chose de sound crazy. Tu vois ce que je veux dire ou pas? But at the end of the day, si tu démystifies le truc, tu sauras que c'est pas déjà quelque chose d'extraordinaire, surtout en CFA. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On sait que les banques, malheureusement, c'est du riba aussi. On dit que le riba, prendre le riba, en tout cas, ce serait comme lancer la guerre au prophète et à Allah, que Dieu nous en préserve. Donc, je me dis que ça, c'est quelque chose de grave qu'il faut prendre en compte et se dire, OK, on va essayer d'éviter certains financements avec intérêt et on va essayer plutôt de se diriger vers quelque chose qui est plus sain. Ça, c'est la première chose. Donc, allez voir soit des parents, des proches, des gens qui vont peut-être vous prêter sans intérêt et qui vont peut-être partager les risques. La deuxième chose, c'est de trouver des associés, peut-être trouver des associés ou des partenaires qui vont venir travailler avec vous. Et le troisième point, c'est peut-être de faire un peu ce qui m'est arrivé, dans le sens où moi, avec le Ramadan Planner, j'ai financé ma boutique sans passer, comme je dis, par une banque, parce que mon Ramadan Planner, lorsque je l'ai lancé, j'ai lancé des précommandes. Et donc, les gens ont payé d'abord avant de recevoir en fait leur planner. Ce qui m'a permis, moi, de financer, entre guillemets, le projet sans forcément trop dépenser. Sans même dépenser parce que j'ai reçu tout l'argent avant de lancer. Maintenant, dans le cas où moi, ça s'est passé comme ça, c'est parce que justement, j'étais propriétaire de, on va dire, de ce produit. Du concept de l'idée, en fait. Exactement, de l'idée. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de faire ça. Mais je ne dis pas de faire ça avec des produits qui ne t'appartiennent pas et de prendre des photos de produits, de les montrer, parce que c'est interdit en islam, en fait, de vendre un produit que tu n'as pas encore avec toi parce que, justement, il ne t'appartient pas encore. Tu n'es même pas sûr que tu vas pouvoir l'obtenir. Mais là, c'est parce que c'était une propriété intellectuelle qui m'appartenait. Et donc, moi, c'était la conception. Je lançais les précommandes pour savoir combien j'allais imprimer. Donc, à ce moment-là, je pouvais faire ça et j'ai pu m'autofinancer comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'il existe toujours des solutions. On n'est pas obligé de se faire financer par quelqu'un et d'avoir juste des millions. On peut commencer aussi petit à petit et on peut vraiment faire placer sa confiance en Allah parce que, comme on dit, quand tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah te le rend au centuple. Ça, c'est un conseil que je donne. Ne jamais prendre l'argent d'un investisseur qui a besoin de ton business pour vivre. Ces gens-là, la relation qu'on avait, c'était plus une aventure amicale qu'un business à quoi ils s'attendent un revenu. Eux, ils étaient plus dans moi, nous, on t'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, tu puisses réussir dans ce que tu fais? C'était des frères en islam. Donc, pour eux, c'était plus on aide un frère musulman à réussir que on investit notre argent et on s'attend à des retours sur investissement là tout de suite. Okay. Bien sûr que dans le futur, ils se disent, Inch'Allah, parce que, écoute, ce qui ressort tout le temps dans nos discussions, c'est Bachir, si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, alhamdoulilah, ala kulli hal. C'était une aventure merveilleuse, de haut et de bas, faite de beaucoup de choses. Donc, ce n'était pas pour l'argent. Et tu vois aussi beaucoup, je ne sais pas si tu remarques, mais il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent, mais derrière, ils sont endettés. Oui. Mais... Déjà parce qu'ils veulent tout faire d'un coup. Alors que si on regarde une compagnie comme Apple, ça a commencé avec quoi? C'était quoi? Un ordi d'abord, right? Le Macro. Ouais, peut-être même c'était un software, je dis n'importe quoi. Mais tu peux avoir des grandes idées, mais commence petit à petit et essayer de trouver un moyen, soit en trouvant des partenaires, ou bien un moyen que le step 2 dans notre business plan là, que c'est le step 1 que j'avais fait qui le finance, mais pas l'argent qui vient de l'externe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vends des chaussures. Eventually, je sais que le cuir que j'utilise là, je veux après le transformer en sac. Mais je vais vendre assez de chaussures, maintenir le business de chaussures, qu'on me connaisse en chaussures, mon branding soit intact. Après, je peux payer les salaires et maintenant, je peux soit avoir un partenaire. Parce que prendre les risques, des fois, c'est mieux de trouver quelqu'un.
Jay-Z, il dit owning 50% of something is better than that's making money than owning 100% of zero. Tu vois ce que je veux dire? Being open to collaborate. Avec des Ça, gens. c'est exactement. Et surtout ça, moi, écoute. Parce que d'habitude, nous, le mindset ici en Afrique, Non, c'est c'est je moi, crée un quoi. truc. Et moi, j'ai vu que tu es cofondateur sur pas mal de tes business actions. Écoute, je chercherai toujours un cofondateur. Toujours. En fait, moi, je sais pas si c'est de l'ignorance ou bien c'est de la confiance excessive en soi que de dire je vais tout faire tout seul, tout lancer tout seul, tout posséder, tout pour moi. En fait, dis-moi une seule personne que tu connais qui est arrivée dans le monde à générer un empire de plusieurs milliards en possédant tout. Tu as raison, hein, parce qu'après, on nous parle d'Elon Musk, etc. Ils ont pas... Elon Musk ne possède pas 20% de son truc. Ils n'ont pas 20% de... Tu vois, Bill Gates et tout, peu importe. Ils n'ont pas tout. C'est pas possible. Même Dangote n'a pas... Ils ont une petite partie de leur business. Même Dangote n'a pas tout. Il a des investissements. À un moment donné, il faut que les gens viennent t'aider. Parce que si tu as 100% des revenus, ça veut dire que tu as 100% des charges, 100% des risques, 100% des responsabilités, 100% des problèmes. Oui. Et peut-être même, tu as juste 100% d'une petite somme. D'une petite somme. Donc, est-ce que tu préfères 100% de 100 000 ou bien 10% de 10 millions? Après, tu me diras que c'est... Mais l'idée, c'est... 10 millions même, c'est petit. Mais l'idée, c'est... Au début, après, je ne te dis pas de t'associer avec n'importe qui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en business l'intuitu personné. L'intuitu personné, c'est à quel niveau il y a l'alchimie entre toi et la personne avec laquelle tu veux te lancer. Tu vois? Donc, par exemple, WhatsApp, je l'ai lancé avec Vcode. Pourquoi j'ai bossé avec Vcode? Parce que je voulais faire un SaaS d'intelligence artificielle et Vcode a déjà un SaaS qu'il a créé qui a plus de 100 000 utilisateurs. Right. Il a créé ShortMake, qui est très connu aujourd'hui dans le domaine de la création de vidéos avec l'IA. Je suis parti vers lui. Lui aussi, il cherchait un associé qui est beaucoup plus marketing. Ouais. Et c'était match made in heaven. C'était logique, tu vois. Donc, quand je faisais EasyCount, au début, c'était moi seul. Yeah. Mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes de code, je suis parti prendre un développeur, un codeur qui est bon. Je lui ai donné des parts. Et comme ça, quand il y avait des problèmes, moi, je dormais. Il y a un problème. Hein. Et puis, je peux pas dormir, quoi, tu vois. Parce ça, c'est ton côté. Ouais. Il va le régler. Quand il s'agira de faire du marketing, moi, c'est moi qui vais veiller pour créer le contenu, tout ça, là. Le jour où je l'ai mis dedans, je dormais mieux. Easy Mentor, j'étais tout seul dessus, mais tellement je pouvais plus gérer, j'ai été obligé de vendre les parts à quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un, je n'ai ni la prétention, ni le truc. L'application que je viens de te montrer, le gars avec lequel je bossais sur Easy Mentor, sur EasyCount, c'est lui qui est en train de le développer. Great. Je chercherai toujours des associés. N'essayez pas de tout faire tout seul, vous ne pouvez pas. Ou bien si vous pouvez, vous n'allez pas aller loin. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentable et facile à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. Quand on crée une entreprise, on veut forcément posséder 100% de l'entreprise. Et je pense que c'est un peu africain. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses et d'où est-ce que tu tires ce mindset-là? Je pense que ça, je vais encore répondre à une de tes questions au début. Qu'est-ce que tu as appris du Canada? La première fois, quand j'ai lancé LutTV en 2017, lorsque j'ai lancé LutTV en 2017, je me suis retrouvé avec un monsieur, un Français, à Montréal.
On a eu à discuter dans un Tim Hortons, un resto, puis c'était un entrepreneur et c'était ma sœur qui faisait ses déclarations d'impôts. Donc, il a tenu à me conseiller par rapport à mon business et tout. Puis il m'a répété une phrase qui est restée gravée dans ma tête. 100% de 0, c'est 0. 50% de 1 million, c'est 500 000. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il ne faut jamais au plus grand jamais avoir peur de s'associer et de partager un business. Jamais. Il y en a des gens qui veulent garder le business que pour eux. Et ça, c'est la chose que j'ai apprise en premier. Il ne faut jamais penser qu'un business va rouler que lorsqu'on est seul, en fait. On a besoin des gens. Parfois, on a des failles, on a des défauts. Le fait de s'associer à des personnes, comme on a l'habitude de dire, seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Et là, depuis qu'il m'a répété cela ce jour-là, tout ce que j'ai fait à nouveau, je me suis associé à une personne. Et là, je ne regrette pas. Je préfère avoir 30% d'un business que d'avoir 100% d'un business. 30% d'un business avec 2 autres personnes très qualifiées que d'être 100% proprio de mon business. Mais moi, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est de faire avec ses moyens propres. Ou sinon, au pire des cas, s'associer. Parce qu'en fait, tu sais aussi souvent, le problème, c'est que souvent les gens veulent y aller tout seuls. Je suis le PDG, je suis le CIO, je suis le fondateur, je suis. Mais dans le monde des affaires, à un moment donné, il faut savoir aussi s'associer. Parce qu'au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect de tout ce qui est mental, relation. Chacun apporte quelque chose. Quelqu'un va apporter l'argent, l'autre va apporter le foncier, l'autre va apporter la maîtrise, l'autre va apporter le carnet d'adresse. C'est une association qui fait que Bolo moi idolé, c'est l'union qui fait la force, comme on dit en Wolof. Et ça, c'est la réalité. Donc, on va revenir sur l'agriculture. Souvent, je vois des gens, oui, je veux investir dans l'agriculture, voilà, j'ai un peu d'argent, je vais acheter mon terrain, je veux faire ceci, cela. Et les gens, à la fin, finissent par échouer parce qu'ils finissent étouffés et essoufflés économiquement. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la fin de leur trésorerie personnelle, ils n'ont plus d'argent. Et le projet n'est pas encore rentable, n'a pas encore généré d'argent. Donc, ils sont finis, ils sont bloqués. Mais ce que je dis aux gens, arrêtez de vouloir y aller seul. Arrêtez de vouloir que le terrain soit à votre nom personnel. Créez une société. Ouvrez le capital de la société. Associez-vous avec des gens. Parce que c'est l'union qui fait la force. Et là, vous allez pouvoir avancer, créer quelque chose et faire en sorte que ça devienne une très grosse aventure. Ça aussi, je pense que le bob, ça bob, là, le chacun pour soi, c'est aussi un frein au développement de beaucoup de business. Comment est-ce que tu tires les avantages du personal branding? Quels sont les avantages quand on fait du personal branding? Ça dépend de ses objectifs. Le premier avantage, quand je suis un professionnel, je passe à un niveau supérieur dans ma carrière. J'ai beaucoup de gens qui sont devenus DG, qui ont eu les postes qu'ils voulaient dans mon portfolio. Tu peux développer ton business. C'est-à-dire que si tu veux que ton business passe à un niveau supérieur, moi je parle du mien tout simplement, moi je ne cherche pas. Si tu n'incarnes pas ce que tu dis que tu es, je sais pas. Moi je sais juste, voilà, tout simplement. Tu incarnes ce que tu es. Tu as quelque chose à dire pour la fin? Prenez ce qui vous convient, allez tester sur le marché, parce qu'en bout de ligne, ce qui compte vraiment, c'est le temps que vous passerez en contact de vos cibles. Get the job done, bro. Yeah. Après le podcast, allez, get the job done, man. Yeah. Donc, à nous de changer la donne ici en Afrique et ici au Sénégal particulièrement. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ta générosité. Tu nous as beaucoup partagé et pour ton temps. Merci de m'avoir reçu. Pour moi, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Vraiment, pour moi aussi, c'était un grand honneur. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Je vous remercie également à vous, l'équipe Business Expertise, pour cet accueil, pour cette invitation, pour tout ça là et l'espace de m'exprimer. Merci à toi. Merci à toi. C'était un grand plaisir et bravo aussi pour la plateforme. Thank you. À la prochaine. Merci. Ciao. Bye. Let's go. See you guys. À la prochaine. Merci. Salut. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste
de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.